Bon, on est toujours devant l'église, dans ce lieu bucolique, la sorgue qui vient de la fontaine de Vaucluse, la fontaine des amoureux de science. Alors justement, l'alchimie, puisque comme par hasard on va parler d'alchimie, t'es un peu, je sais pas quel mot, extrême, oui, mélanchoniste en ce qui concerne l'alchimie, dans le sens, dans le sens, on t'entend pas. Là, on entend que moi dans le Je micro. vais te tuer. Voilà, si j'arrivais, pas moi, mais mettons quelqu'un me prête la pierre philosophale, tiens, mon cher machin, avec 1 kilo d'or et tout. Toi, tu ferais la moue. Ne regarde pas les gonzesses. Là, sois concentré. Sois concentré. On t'entend pas, je te dis. Sois concentré. Donc, voilà, on t'amènerait la pierre philosophale, un lingot d'or, etc. Tu dirais, tout ça, c'est de la lumière. Réponds. La pierre philosophale. Non, non, quelqu'un m'amène la pierre philosophale. Bon, le peu que je sais, c'est que ça transmute le plomb en or. Eh ben, vas-y, tu transmutes une matière en or. Voilà. Mais attends. Non, mais je t'ai dit, t'amènes la pierre. D'abord, c'est pas que le plomb en or. Ça peut être le mercure en or. Non, non, mais la pierre est un lingot d'or. T'amènes ça. Bon, tu vas dire, le lingot, il a acheté à la Banque de France. Bon, d'accord. Mais, je sais pas, moi, tu vois ce que je veux dire. C'est que ça ne serait pas suffisant pour te convaincre. Attends, attends. Vas-y, parle dans le... Me convaincre si ça transmute. Oui, si je vois une transmutation, mais je tombe à genoux. Je dis, fantastique. Voilà. Maintenant, j'obtiens un lingot d'or. Bon. Quand je vais mourir, je le mets où? Le lingot d'or. Il va me servir à quoi? À part alourdir le cercueil pour les porteurs. Voilà. Mais cette richesse symbolisée par l'or, cette richesse, je dois l'avoir, cet or, je dois l'avoir à l'intérieur. L'extérieur, moi je connais des gens qui ne sont pas du tout alchimistes et qui tous les mois, ils se font un lingot d'or avec les spéculations boursières. Enfin, je connais. Je sais que ça existe. Donc, quand tu parles de pierre philosophale, on me la présente, je ne vais pas faire la moue. Je vais plutôt essayer de comprendre que c'est quoi cette poudre de projection, cette pierre. Je ne sais pas sous quelle forme on l'obtient. Il y a des avis différents là-dessus. En tout cas, une chose est certaine, je n'ai jamais vu une transmutation devant moi. Que des gens en parlent, oui, j'ai déjà entendu que des gens disent qu'ils ont la pierre philosophale. Bon, très bien, mais qu'ils me la montrent. Si vraiment je suis une personne à convaincre, je veux bien être convaincu, bien évidemment. Voilà. Mais je ne rejette pas le pouvoir de la transmutation, mais moi je le vois plus sur un plan intérieur qui n'est pas simplement de l'alchimie spirituelle. Il y a l'alchimie matérielle, on en a parlé pas mal avec les élixirs, une alchimie spirituelle aussi, mais tout se tient. Mais une pierre philosophale qui arrive comme ça, j'aimerais savoir le processus qu'il y a eu à l'arrière-plan. Comment ça s'est fait? Et puis surtout, voir la preuve de ce qui est écrit dans les écrits, c'est-à-dire, ça transmute le mercure ou le plomb, peut-être le cuivre, j'en sais rien, en or. Voilà. Tout simplement. Je crois qu'une personne de bon sens, elle ne va pas dire « la pierre philosophale ». J'ai vu des personnes laisser croire qu'ils avaient la pierre philosophale, puis on s'est rendu compte que c'était une fumisterie. Ça manque pas. Oui, mais on ne parle pas de cela. Bon, on est d'accord que... d'un adepte qui a la pierre. Hein? Toi, on parlerait d'un adepte qui a la pierre et qui viendrait me la montrer. Oui. Eh ben oui, alors ok. Alors ok, rebelote, montre-moi une transmutation. Bon, moi, je ne peux pas te montrer. Je ne peux pas te la montrer, mais... Montre-moi, je sais ce que je dirais à l'adepte. Si l'adepte daigne venir vers moi pour ça. Je suis tout ouïe. Non, on n'entend pas. Oui, je suis tout ouïe, moi, si jamais l'adepte y vient avec la possibilité d'une pierre philosophale, une possibilité de transmutation, mais je suis à bras ouverts. Allons-y, allons-y. Et qu'est-ce qu'il dégage de cette expérience de pierre philosophale sur le plan de la conscience, sur le plan de la vie, sur le plan de la mort? Voilà, sur tous ces aspects intérieurs qui sont
cruciaux pour nous tous, puisqu'on va mourir. Quelle est l'importance de cette pierre philosophale? Comment a-t-elle été obtenue? Alors, c'est une bonne réaction, malgré tout. Bon, on est d'accord que la pierre philosophale, pour faire que de l'or, ça n'a aucun sens et ça n'a jamais eu aucun sens. On est bien d'accord. Alors, soit qu'il y ait une transmutation interne en faisant le travail qui amène à la pierre, soit la pierre, par sa vertu elle-même interne, fait que, bon, il y a des choses qui se passent à l'intérieur de l'adepte, de l'alchimiste, du postulant. Ceci, Au niveau biologique. c'est quoi biologique? Ben, je veux dire, c'est vraiment dans le corps, dans la matière. Hein. Dans la matière, il y a une mutation qui s'opère. Dans notre matière, il y a une mutation qui s'opère. Ok. Oui, tout à fait. Bah, oui. Alors, on peut appeler ça une sorte de rajeunissement ou autre qui fait que, voilà, au niveau biologique. Ceci dit, quand tu prends des grands noms, Siliani, on ne peut pas mépriser Siliani. Attends. Bon, tu lis son ouvrage. Hermès dévoilé, assez mince d'ailleurs. Il raconte sa vie d'alchimiste, comment il a réussi, enfin, après 37 ans de souffrance, ayant tout perdu, à faire la pierre. La seule chose dont il parle, c'est la transmutation, en disant, mais je vois pas pourquoi l'or obtenu par artifice, enfin par transmutation, aurait moins de valeur que celui tiré des mines. Donc, il s'arrête, enfin, oui. Mais pour lui, alors qu'on pourrait s'attendre à de grandes tirades spirituelles, on a l'impression que c'est vraiment très très concret. Pareil Philalette. Bon. Finalement, où est la spiritualité? Ou même Fulcanelli. Où est la spiritualité chez ces grands monsieur de l'alchimie? Qu'est-ce que t'en penses, toi, qui es un artisan alchimiste? Artisan, oui, on essaye. Ce sont tous des pseudonymes. Philalette, Siliani, Fulcanelli, voilà. On ne sait pas qui c'est. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des choses extraordinaires qui ont été écrites avec ces pseudonymes. Voilà. Maintenant, ils affirment ce qu'ils ont obtenu. Mais bien sûr, moi, je le crois. Je le crois, je fais confiance, mais je ne peux pas le certifier. La certification viendra d'une conviction intérieure. Et pour qu'il y ait de la conviction intérieure, il faut que l'extérieur, l'adepte, m'aide, me montre que c'est vrai que cette pierre philosophale, ce n'est pas un amalgame de prières qui fait qu'à un moment donné, la matière réagit. C'est tout à fait possible de faire réagir la matière au niveau infinitésimal avec le psychisme. Mais une pierre philosophale, pour moi, ne s'arrête pas au psychisme. Elle va jusque dans le corps. Et là, si ça va jusque dans le corps, là, c'est authentique. Mais pour ça, il faudrait que jusque dans le corps, c'est-à-dire jusque dans la matière, je puisse le voir, le connaître, le sentir, le toucher. Comme saint Thomas qui voulait toucher le Christ ressuscité. Hein, il met le doigt dans ses plaies pour voir s'il est bien ressuscité. Voilà, on pourrait dire, je suis comme saint Thomas. Moi, j'aimerais... a priori, je ne dis pas que ça n'existe pas, je n'ai jamais dit ça. C'est simplement, on m'affirme cela, cette personne a la pierre philosophale. Bon, très bien, ok, ben montre-la moi. Oui, d'accord, mais tu n'as pas répondu à la question. Tu fais comme les politiciens. D'ailleurs, oui, ça fait cette question que tout le monde se pose. Tony, mon cher Tony, es-tu le Mélenchon de l'ésotérisme international? Bon, on ne répond pas. Pourquoi? Ah, pourquoi? Pourquoi quoi? Mélenchon? Pourquoi Mélenchon? Mais non, je pose la question. Pourquoi Mélenchon? Tu réponds, tu es censé répondre, mais... C'est toi qui réponds. Pourquoi Mélenchon? Parce que tu es contre. Après, tu réponds. Mais contre quoi? Là, tu te trompes.
Attends, on t'entend pas. Mais là, attends, on fait une digression. Là, tu te trompes de Mélenchon. Moi, je ne suis pas contre. Je suis pour la visibilité, je suis pour la preuve concrète. Je veux voir. On me propose la pierre philosophale. On me la propose, on dit, voilà, ce monsieur, cette dame, elle a la pierre philosophale. Ok, je ne vais pas dire non, je ne sais même pas ce que c'est. Je vais dire, oui, d'accord, mais allons plus loin. Que j'en sois convaincu jusque dans mon corps physique, qu'on me le montre. L'élixir de longue vie, la personne va rajeunir. Ça va s'arrêter quand? Imagine la personne, elle a 60 ans. Hop, 59, 58, 57, 56, elle s'arrête quand? À la naissance? Ou alors dans le ventre de la mère? Ou alors avant de s'incarner, avant conception? À quel moment on fixe la personne, puisqu'elle ne meurt plus? Là, tu caricatures. Bon, tu rajeunis jusqu'à un âge qui te paraît agréable pour toi. Alors, ça peut être 30 ans, 40, 50, à chacun de définir. Non, mais ma question, je suis d'accord, tu vas dire, bon, de toute façon, on ne connaît personne, moi j'en connais pas, de gens qui ont pignon sur rue, qui disent avoir la pierre et qui l'ont. Pour moi, ils les ont pas. Donc le problème est réglé. Mais, bon, peut-être que maintenant c'est différent, vu que grâce à Internet, bon, tu fais 3 clics et tu as 10 000 pages sur Internet et autant de vidéos. Mais à l'époque, tu avais des grands textes, tu avais des grands noms. On en a parlé. Siliani, Flamel, Philalèthe, Basile Valentin. Bon, Siliani dit avoir la pierre philosophale, celle qui transmute, puisqu'on dit, finalement, il ne parle que d'or à la fin de son bouquin. Qu'est-ce que... Comment dire? A priori, on ne voit aucune spiritualité là-dedans. Mais qu'est-ce que ça t'évoque, le fait qu'ils ne parlent pas de spiritualité dans leurs ouvrages, ou qu'ils ont que des préoccupations très matérielles, en apparence, évidemment, en apparence. Réponds. Tu dis qu'il n'y a aucune spiritualité, tout dépend ce qu'on entend par spiritualité, mais je te dirais, si vraiment il n'y a aucune spiritualité, et c'est le cas effectivement, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. L'athée est des fois bien plus proche d'une croyance intérieure que celui qui est religieux. Donc qu'il n'y ait pas de spiritualité, c'est peut-être pour nous aider à accoucher d'une nouvelle spiritualité basée sur une matière transmutée. Peut-être. Alors... Moi, des Siliani, j'aimerais bien en rencontrer. Tu vois, et ils t'apportent... Mais c'est enveloppé de tellement de mystères, toute l'alchimie, qu'on ne peut pas dire, oui, la pierre philosophale existe. Ah bon, elle existe. C'est quoi? C'est quoi la pierre philosophale? Tu vois, on spécule tous. Donc, tant que je spécule, je ne vais pas dire, ah, ça y est, j'ai vu la pierre philosophale. Moi, je veux bien la pierre philosophale, mais jusqu'où elle va? Au niveau biologique, qu'est-ce que ça m'apporte? Ça parle d'immortalité. Bon, ben chiche, tout simplement. Élixir de jeunesse, chiche, je prends. Mais moi, j'ai des choses, des témoignages avec les élixirs spagyriques et l'Ixalp, où ça va un petit peu dans ce sens-là. Où la personne, elle est intégrée à son corps, où elle sent qu'elle se libère d'un tas de poids du passé, et elle a la sensation de rajeunir. Voilà. Mais jamais j'irais dire, il y a la pierre philosophale dedans. Ou alors, qu'est-ce qu'on entend par pierre philosophale? Pierre, ça veut dire une fixation physique, matérielle, philosophale, donc ami de la sagesse. Donc, une cristallisation matérielle, c'est la cristallisation matérielle de l'amour de la sagesse. C'est une sagesse pétrifiée. C'est une sagesse fixée dans la matière. Voilà. Ben, toutes nos démarches, c'est ça, peu ou prou, on va dans ce sens-là, à mon avis. Mais celui qui arrive en disant « j'ai la pierre philosophale », eh ben, il affirme un gros truc. Moi, je ne l'affirme pas. Hein. Celui qui affirme ça, eh ben, zou, il devrait avoir peur de rien du tout. Il la montre, il la met sur la table à des gens peut-être qui sont un petit peu renseignés à ce sujet, et puis il prouve que sa pierre transmute, mais qu'il le prouve.
Mais je ne vais pas cautionner une spéculation. Jusque-là, c'est une spéculation. Oui, mais bon, déjà, celui qui a la pierre, il ne s'en vante pas. Et il ne va pas te dire je transmute. Bon, il y a eu des cas de transmutation publique, mais c'était dans un contexte où, grâce aux lumières, on va aller dans la ténèbre, qui s'annonçait pour les siècles suivants. Et c'était peut-être une sorte de sursaut pour montrer que la transmutation, donc l'alchimie, existe. Donc, c'est vrai qu'on associe évidemment alchimie à transmutation. Mais est-ce qu'il faut vraiment être spirituel pour faire de l'alchimie, arriver au bout? La question étant, c'est quoi la spiritualité? Absolument. Est-ce que c'est se mettre faire du yoga en slip? Pourquoi pas? Bon, Monsieur Cancelier, quelle était sa spiritualité? Bon, c'est Bernard Chauvière qui raconte, parce qu'il a posé la question à Monsieur Cancelier. Il a dit faites le bien, c'est tout. Excellent. Faites le bien. Voilà, pas besoin de sortiller les boyaux. Déjà, si on est capable d'avoir suffisamment de discernement pour faire le bien en toute simplicité, peut-être que ça suffit. Puis je pense que la spiritualité de l'alchimie, c'est tout simplement l'alchimie elle-même. Il n'y a pas besoin de raccrocher des wagons derrière. Me trompe, ça? Pour en revenir à Cancelier, lui, il a vu la pierre philosophale. Lui, il a vu les transmutations. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc lui, et il restait humble par rapport à ça. Donc c'est une démarche extraordinaire, Cancelier, pour ça. Tu vois, lui, il peut croire, il l'a vu. Ben, je n'ai pas une autre démarche. Pour cautionner une personne qui a la pierre philosophale, moi je veux bien, mais qu'il le prouve. C'est ce qu'a fait Fulcanelli avec Cancelier. Je ne me compare pas, hein, loin de là d'ailleurs. Ouh là là. Mais Cancelier, lui, toute sa vie est tournée vers l'alchimie, il y croit. Pas simplement qu'il y croit, il a la certitude, mais il l'a vu. Il l'a vu. Bon, en plus dans un contexte où il y a plein de mystères, on ne sait pas qui est Fulcanelli, on sait pas, mais bon, à la limite, on s'en fout. Lui, il l'a vu. Et à partir de là, toute sa vie a été dictée par cette recherche alchimique. Voilà. Après, on peut ne pas être d'accord avec Cancelier. En tout cas, on ne peut pas lui enlever le fait que c'est un homme extrêmement humble et sincère. C'est un bel exemple. Et en plus, il n'aurait pas eu la pierre philosophale, paraît-il. Enfin, où que l'on touche à l'alchimie, il y a toujours une énigme. C'est jamais clair à 100%. Jamais. C'est difficile. Mais ça n'empêche pas des tas de gens de faire des recherches en alchimie. C'est chouette. C'est chouette. Mais les auteurs authentiques, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Il y en a pas beaucoup. Aujourd'hui, on est en 2024. Est-ce qu'on connaît des gens qui ont fait la pierre philosophale, qui ont fait tout le cheminement alchimique? Moi, j'en connais pas. Et moi non plus, je ne le suis pas. Je suis en chemin, oui. Mais moi, je n'ai pas la pierre philosophale. Hein? Ça n'empêche pas de faire des tas de choses qui font du bien. Et ça rejoint ce que dit Cancelier, faire le bien autour de soi. Énorme, tout simplement. Nisargadatta disait ne pas faire de mal aux autres. Essayez de ne pas faire de mal aux autres. Voilà. C'est des conseils basiques, tout simples. Par exemple, juste une parenthèse, hein, dans les propos de Nisargadatta, moi j'ai une sensation de pierre philosophale, alors que lui ne connaissait pas du tout la pierre philosophale. Mais tu as une sensation que ce type vit la pierre philosophale en lui, ne serait-ce qu'à travers les questions et les réponses qu'il donne. Krishnamurti a sa manière à lui aussi, mais à mon avis, Krishnamurti ne va pas aussi loin que Nisargadatta. Un peu comme Steiner. Ce sont tous des gens qui s'en approchent. Mais des gens comme Nisargadatta, eux, oui, c'est réalisé, c'est net. Et dans l'alchimie, Siliani, Fulcanelli, tout ça, c'est tous des gens, des pseudonymes. C'est difficile là, d'affirmer.
Après, il y a la conviction intérieure, hein, le besoin intérieur d'aller comprendre dans l'alchimie. C'est ton cas d'ailleurs, hein, de faire tes recherches là-dedans. Alors qu'est-ce qui t'anime pour aller dans ces textes compliqués, dans ces expériences? Tu en as fait des milliers, tu as dû consommer un camion de gaz, je sais pas moi. Tu as expérimenté. Tu as cette conviction parce que tu vois la preuve à ton niveau de matière qui bouge, qui change. Et là, tu as une certitude déjà. Même si tu n'as pas la pierre philosophale, mais tu as une certitude. Et c'est ce qu'on ressent dans les contacts que tu peux avoir. Les gens sentent ton authenticité. Tu n'as pas besoin de dire j'ai la pierre philosophale. D'ailleurs, ce n'est pas ton discours. Ça prouve qu'il y a un courant comme ça, d'une authentique alchimie qui traverse l'humanité. Et chacun va l'exprimer à sa manière. Et il y a certainement une pierre philosophale, oui, oui, certainement. Ah, quand même, t'es d'accord, t'avoues. Oui, Et t'as avoué. oui, je veux l'avoir. Oui, on a compris. Si quelqu'un l'affirme, si personne ne l'affirme, c'est moi tout seul qui, dans ma construction, dans ma déconstruction, dans mon cheminement, il y a quelque chose à ce niveau-là. Voilà. Je ne suis pas obsédé par ça, mais il y a quelque chose, et ça colore d'ailleurs toute ma démarche. Voilà. Mais si quelqu'un me dit j'ai la pierre philosophale, ça c'est autre chose. À ce moment-là, mais qui me le montre. Oui, bien sûr. Comme je t'ai dit, je ne connais pas de moderne qui aurait la pierre ou... Non, je ne connais pas. Moi, j'en connais pas. Je connais personne qui ait la pierre. Mais pour te lancer dans ce genre de recherche, de travail, il y a un feu, on en parlait tout à l'heure, hier, il y a un feu, une passion qui t'anime. Et puis il y a des postulats. C'est pas qu'on suppose, mais on a la certitude que Siliani a eu la pierre, que Philalèthe, que Fulcanelli. Bon, Fulcanelli, évidemment, après il y a beaucoup de choses troublantes sur lui. Bon, est-ce que c'est une personne, un groupe, etc. Bon, peu importe. Basile Valentin, tout ça. Bon, puis au-delà de l'alchimie, il y a quand même des opérations annexes. Elles ne sont pas si annexes que ça, mais qui aboutissent à des remèdes. Par exemple, la teinture d'antimoine, l'or potable, etc. Décrite par Basile Valentin aussi, et qui avait été refaite. Moi, je sais que donc à l'époque moderne, Albert Hidel, Frater Albertus, aux États-Unis, là, à la Paracelsus, dans les montagnes rocheuses, bon, bah lui refaisait la teinture d'antimoine, refaisait tout ça, et c'était déjà, et ça l'est toujours, extraordinaire. Voilà, parce que, bon, bah, je pense qu'il y a teinture d'antimoine et teinture d'antimoine. Il ne suffit pas de mettre un peu de verre d'antimoine dans du vinaigre, etc., etc. Voilà, bon, bah, je crois qu'on a épuisé. C'est toi. Ah, tu veux parler? Non, c'est simplement te poser une question. De tous ces auteurs connus et inconnus, avec des pseudonymes ou pas, quels auteurs te touchent le plus? Siliani, peut-être? Fulcanelli ou non, ces auteurs sur l'alchimie, ceux que tu crois vraiment qui sont arrivés. D'ailleurs, des lectures incontournables. Bah, tout simplement ceux que j'ai cités, hein, c'est pas par hasard. Siliani, oui, je crois. Bah, disons, ça te transperce quand tu dis ça. Tu vois, même si tu comprends rien, tu sais pas par quelle voie il a fait exactement. Fulcanelli, même si tu n'as rien compris, mais tu as compris qu'il y a quelque chose derrière. Qu'il remet en lumière
ce qu'on appelle une tradition, l'alchimie traditionnelle. Et bravo, 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 je dis. Et ça t'aide à vivre ton cheminement. Ça t'aide dans les questions existentielles que tu t'es posées. Parce que j'imagine que tu es quelqu'un qui, depuis toujours, tu cherches à comprendre la vie. Et donc pour toi, un des outils de compréhension, c'est la voie alchimique. Parce qu'elle t'a touché à un moment donné. Alors, est-ce que c'est une recherche de compréhension? À la limite, on sait même pas ça. C'est quelque chose qui existe et ben, tu as envie d'aller voir plus loin. Tu as envie de voir, mettre le doigt, comme toi tu parlais, mettre le doigt dessus. Même si ça veut dire des années d'expérience et de beaucoup, beaucoup de ratage. C'est ça derrière moi. Mais il n'y a pas forcément une volonté de comprendre. Ça vient tout seul. Non? On meurt à chaque instant. Toi, moi. Là maintenant, si tu devais quitter ce monde, parce que, peu importe. Qu'est-ce que tu en dégages? Je pense que l'alchimie a dû t'aider à te situer par rapport à toi-même, à te dire, bon, ben, quel est le sens de mon incarnation? Quel sens sont toutes ces expériences de souffrance aussi, de petits bonheurs que j'ai connus? Moi, je dirais, c'est important d'avoir une compréhension. Et est-ce que l'alchimie ne serait pas vraiment le meilleur outil pour comprendre, au-delà de toutes les connaissances que nous donne la psychologie ou la religion ou la science? Y aurait-il pas quelque chose de très particulier qui marie tout ça d'ailleurs, qui est la belle alchimie? Et en quoi elle t'aide? En quoi elle a pu t'aider? Parce que tu as quand même consacré beaucoup de temps, beaucoup d'expérience. Et donc, c'est pas un hasard. Si tu as consacré beaucoup de temps, beaucoup d'expérience, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui sait ce qu'est l'alchimie. Et c'est peut-être une chose importante qui te remplit, qui t'aide à vivre. Tu vois? Ah, je ne sais pas si ça aide à vivre, disons, puisque ça fait partie de la vie, tout simplement. Mais je ne sais pas, moi. L'alchimie, ça se fait, ou tu t'y intéresses, ou au moins tu lis des choses. Et déjà, c'est énorme. Voilà. Après, c'est pas parce que tu as fait un régule ou un amalgame que tu es mieux ou mieux qu'avant. Ou... C'est déjà une belle étape, parce qu'on se rend compte la personne qui vit. On t'entend pas là. Et pourquoi pas? Et tu imagines la personne qui, à un moment donné, par intérêt, voit une opération qu'on appelle le régule, donc qui est au niveau de l'œuvre noire. C'est énorme. En tout cas, moi, je sais que la première fois que j'ai vu, moi, ça m'a touché. Pourtant, c'est jamais qu'un creuset de la matière en fusion, on coule et tout. Et puis, sans parler des autres opérations que nous avons vécues. Même une personne qui ne connaît pas l'alchimie, elle a la sensation de vivre un moment exceptionnel. Et pourtant, ce n'est que, entre guillemets, du matériel. Le chimiste, il va te dire, bah, c'est une opération chimique, et puis c'est tout. Oui, c'est ce qu'on disait le premier jour. Je suis d'accord avec toi. Il y a régule et régule, amalgame et amalgame. Je suis d'accord, effectivement. Si tu abordes la chose avec un regard autre qu'un simple métallurgiste, ça va ouvrir des choses en toi. Mais voilà, ça se fait. Et... Bon, mais il n'y a pas une volonté de franchir des étapes. De toute façon, hein, comme disent les adeptes, tant que tu n'as pas été au bout, c'est comme si tu n'avais rien fait. En apparence. Parce qu'il y a qu'en apparence. Mais
on va dire, les bénéfices, de, le retour sur investissement alchimique, que ce soit l'or ou la santé ou autre, tu l'as quand tu as la pierre, pas quand tu vas avoir la pierre. Parce que beaucoup de gens disent ah bah bientôt j'aurai la pierre. Oui, c'est bien. Bah, écoute, alors là, je dis là, bien sûr, je dis comme toi, bon bah ok, on- ok, bah fais la pierre, fais ta pierre, puis on verra après. Hein. Puis tant mieux pour la personne, moi. Moi, tant mieux, hein. A-t-elle dit j'ai réussi ceci, bah tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais Si tu peux... par rapport à toi, bah ça apporte pas grand-chose. Ça apporte pas grand-chose, non? Oui. Mais si la personne te dit ça, tu as aussi envie d'en savoir un peu plus. Ben, ça revient à ce que je disais au départ. Quelqu'un présente sa pierre philosophale, bon ben d'accord, on y va, on essaie de comprendre. Voilà. On ne va pas se contenter d'une adhésion parce que la personne l'a dit. Non, on veut savoir. Voilà. T'en as d'autres, ils ne cherchent pas à savoir, ils ont trouvé le gourou, ils ont trouvé le maître et ils ne remettent pas ça en question. Et fusillent leur incarnation. Je pense que la bonne attitude, c'est de respecter son propre chaos alchimique intérieur et puis d'aller glaner des informations, notamment chez ceux qui s'affirment alchimistes et qui ont trouvé la pierre philosophale. Voilà. Et puis on essaie de comprendre. Et alors peut-être c'est vrai, ok, mais on veut savoir de par nous-mêmes et pas simplement par une adhésion, par une croyance. Dieu a dit, le gourou un tel a dit, c'est pas possible ça. Voilà. Oui, le gourou, oui. Mais bon, on te montre un bijou en or, on te dit voilà, c'est en or de transmutation. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça, mon pauvre? Ah oui. Qu'est-ce que tu veux répondre? Bah oui, je vois c'est de l'or, c'est doré, bon, mais amen, c'est de l'or de transmutation. Bon, bah d'accord. Bah, t'en tires rien. Par contre, si la personne te fait la transmutation devant toi, en partant d'un plomb authentique, pas d'un plomb trafiqué, un creuset neuf, etc., comme ça se faisait avant, au XVIIIe siècle, ou... Bon, là, d'accord, là, tu as un système de transmutation. On te dit, voilà, ça, c'est de l'or que j'ai fait. Bon, bah, très bien, amen. Mais, moi, ça m'apporte rien, quoi. J'ai même pas envie de savoir comment il a fait, quelle voie il utilise. Parce qu'il y a voix et voix, hein, il faut que ce soit des voix qui te correspondent. C'est ça qui est important. Et puis il y a tout le cheminement. Bon, je sais que quand on est jeune, 20, 30 ans, on commence l'alchimie, on a lu Fulcanelli, on n'a rien compris, mais on pense avoir compris. Sur Internet, on a vu ceci, cela. Bon, tu te dis, dans 10 ou 20 ans, j'ai la pierre. Bon, puis arrive 50, etc. Et puis c'est là que tu aperçois que finalement, ben, c'est pas grave. Si tu meurs maintenant, emporté par une maladie ou autre, c'est pas grave. Ce que tu as pu comprendre déjà, que déjà, si tu comprends mieux le processus matériel, hein, je parle pas, bien sûr qu'il y a le côté philosophique, mais le côté matériel, voilà. Tu sais comment qu'il y a un soufre, un mercure, comment on peut l'obtenir, comment on peut les marier. Euh, que tu vois à peu près sans l'avoir fait. Parce qu'à chaque fois, il faut tout recommencer. Quand tu as raté, il faut tout recommencer au début. Refaire tes matières, etc. Donc ça finit par prendre du temps. Mais bon, ben, c'est pas grave. Si tu l'as pas eu cette fois-ci, bon, bah. Si il y a de la réincarnation, bah, peut-être que tu remettras le chantier en route. Mais si si tu as besoin de faire de l'or parce que ton compte en banque il est un peu, il n'est pas terrible, ou s'il te faut
t'acheter telle voiture rouge pour draguer la minette, etc., etc. Là, c'est sûr que tu vas t'emmêler les pieds dans les câblages. Là, il faut quand même arriver à un moment à avoir un détachement qui n'est pas forcément spirituel, mais c'est simplement la vie. C'est ça. La vie t'amène à, voilà, à simplement voir la vie autrement, voir la vie. Voilà, et l'alchimie y contribue, mais ça aurait pu être autre chose. Ça aurait pu être une passion pour la moto, comme Solazaref. Mais bon, c'est pas un hasard si c'est la chimie qui, évidemment, est la science par excellence. Voilà, il ne faut pas confondre la science matérialiste, même dans ses aspects extrêmement subtils, que sont la physique quantique, etc., c'est qu'ils sont très très séduisants, et cette connaissance qui est donnée par l'alchimie. Même si au fond il n'y a pas véritablement de connaissance, simplement un vécu, tout simplement. Daniel, on dit que l'or que nous connaissons, l'or des banques, l'or des lingots d'or, tout ça, c'est un or qui n'est pas alchimique parce que c'est un or qui est abouti. Donc ce n'est pas sur cette matière-là qu'il faut faire de l'alchimie, mais sur un or natif, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, qui serait une matière beaucoup plus vile au départ, très martienne, et qui serait vraiment qui aurait tout le potentiel pour nous emmener à la pierre, et à partir de là, de pouvoir faire des transmutations. Tu fais la différence, toi, entre un or de transmutation, si tant est que ça existe, je pense que tu y crois, et un or, l'or des banques. C'est pas pareil quand même. C'était pas ta question, là. Bon, c'était pas ta question. La fin. La différence entre l'or des banques et l'or alchimique, Stigliani le dit bien, à la fin de son opuscule, tout à la fin. Je vois pas ce qui interdirait d'utiliser l'or de transmutation, qui est meilleur que l'or des mines. Il est meilleur. Et puis Philalèthe, qui voulait vendre quelques kilos d'or dans un pays étranger, s'adresse aux orfèvres. Les orfèvres commencent à le questionner parce qu'ils voient tout de suite que cet or, c'est pas un or naturel. C'est-à-dire qu'il est meilleur. Je ne sais pas si ça a un sens, mais il est meilleur que l'or des mines. D'abord parce qu'il est pur et il contient encore un peu de soufre transmutatoire. Donc, vous savez très bien que, par exemple, si tu achètes un kilo d'or alchimique, tu vas pouvoir en tirer peut-être 1,2 kg d'or fin 24 carats. Ils le savaient, ça, les orfèvres, Attendez, c'était pas des cons, même s'ils n'avaient pas d'ordinateur ou autre. Ils faisaient la différence. Ils prenaient, tiens, tel or, il vient du Pérou, tel or, il vient de tel endroit, tel or, ceci, rien qu'en voyant l'or. Et puis, évidemment, en faisant l'essayage. Avec les acides, et à la peser et tout. Ils savaient peser, voir la masse et tout. Et l'or alchimique savait le reconnaître. Et Philalèthe dit qu'il a été obligé de s'enfuir en laissant son or. Sinon, il aurait perdu la vie. Il aurait essayé d'avoir son secret. Donc, ça, c'est pour répondre. Est-ce qu'il y a une différence entre l'or des banquiers et l'or dit alchimique? Maintenant, ça ne veut pas dire que dans les banques ne traîne pas de l'or alchimique, parce que ça a beaucoup transité, ça a quand même été utilisé. Ça a été beaucoup utilisé. Il y a des histoires comme ça à l'époque de Louis XIV ou autre. Attends. Avec le cosmopolite, là, tu sais, je crois que c'est lui qui a écrit La Nouvelle Lumière chimique. Je crois qu'il a été emprisonné parce qu'il ne voulait pas donner le secret de la pierre philosophale, quoi. Il y a quand même des sacrées histoires. Hein. Oui, il y en a plein. Fulcanelli cite
justement un alchimiste inculte, un personnage inculte, mais qui aurait réussi à faire la pierre et à faire de l'or. Évidemment, ça a beaucoup intéressé et s'en est vanté comme un con. Alors, il manquait un peu je sais pas comment on peut dire, de prudence en tout cas. Et donc, il s'est fait récupérer par les sbires, je crois que c'est à l'époque de Louis XIV. Voilà, jusqu'à ce qu'ils fassent l'or dont ils avaient besoin. Puis après, il a été zigouillé. Pour pas qu'on sache. Faut pas que ça se sache quand même. C'est ça. Comment dire? Ça met en péril quand même une certaine stabilité du monde, surtout à l'époque. Voilà, mais ta question était autre. Ah oui. Tu m'as dit, est-ce qu'il faut utiliser l'or 24 carats, n'ayons pas peur des mots, en alchimie? Tu m'as dit, est-ce qu'il n'y a pas une autre matière qui serait plus idoine à la philosophie? La réponse est oui. La réponse est oui, dans le sens où l'or possède une matière qui possède un soufre, le soufre qu'il faut récupérer pour l'alchimie. Mais l'or, atteint une certaine perfection qui fait qu'il ne peut plus évoluer. Donc il faut trouver une matière qui a le même soufre, mais qui peut évoluer. Voilà, tout est dit, vu que cette matière est vile, plus que vile. Cette matière se combine. Cette matière, elle se combine avec une autre matière et les deux ensemble nous donnent la materia prima. Donc la matière, quelle est la matière du grand œuvre? C'est pas simplement une seule matière. Est-ce qu'on peut dire que cette matière qui peut encore évoluer a aussi besoin d'une matrice? Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, même si c'est dans le domaine public. Gardons cette petite aura de mystère qui est facile à résoudre. Mais disons qu'il faut une matière et un dissolvant. Un dissolvant pour extraire ce dont on parlait, doctement, tout de suite. Bon, on va pas... c'est pas un secret, mais c'est pas la peine d'en parler, puisque tout le monde le sait. C'est ce qu'on appelle la relation Arès-Aries, au niveau un petit peu mystique. Oui, tout à fait. Arès, plus vigoureux qu'Ariès, doit être en moindre quantité. Et tout ça, c'est de la matière. Et tout ça fait partie de ce qu'on appelle la materia prima. Oui. Bon, après, il faut un sel. Il est de notoriété, c'est connu qu'il faut 3 principes. Sel, soufre, mercure. Et 3 matrices. Et Céron disait qu'il faut 3 matrices. Bon. On te laisse. C'est pas marqué dans Fulcanelli qu'il faut 3 matrices. Mais je te laisse pas la parole. C'est moi qui ai le micro. Allez, vas-y. Vends-nous tes 3 matrices. On va bientôt aller se boire un café quand même, Daniel. Hein? Faut faire une bière. Une bière, ok, moi aussi. Une bonne bière. Pression. Oui, voilà, donc je retombe sur ce que mon ami Daniel appelle le céronisme. C'est un mot qui, au début, me plaisait pas, puis maintenant, ça me plaît toujours pas, mais je l'accepte. Bon, oui, 3 principes, c'est le soufre et mercure de la materia prima. Et voilà, comme tu dis aussi, il y a différents aspects qui constituent la matière première, symbolisés par un triangle pointe en bas, le symbole de l'eau. Après, il faut les trois matrices qui sont à l'arrière-plan de ces 3 principes. Et là, nous avons le feu secret, qui est aussi triple. Donc il y a une triple materia prima et un triple feu secret. Voilà. L'association des deux
eh bien, c'est là où on entre dans l'origine du monde, c'est-à-dire les 6 aspects du Bereshit. Si on y va avec le premier mot de la Bible, hein, qui veut dire le commencement. Donc, pour vraiment commencer, si on veut être cohérent, il nous faut 6 aspects. Ça peut sembler un petit peu ésotérique, mais je pense que c'est important quand même d'avoir cette approche complète. Bon, alors, tu as sorti un gros mot, feu secret, qui est l'arlésienne de l'alchimie. C'est quoi ce fameux feu secret? J'en sais rien. Sinon, je ne serais pas là pour parler. Je me tairais. Mais, alors souvent, par exemple, pour illustrer ce feu secret, on parle de la rosée. La rosée va attirer ce feu secret qui vient des étoiles ou des luminaires et qui va se manifester dans la rosée, qu'on va accueillir au petit matin, au printemps, et qu'on va récupérer sous forme d'un sel, par exemple, une sorte de nitre très subtil qu'on va utiliser dans le grand œuf, par exemple. Pourquoi pas? Il n'y a rien d'interdit. Mais je pense qu'il faut s'interroger sur ce qu'est exactement ce feu secret. On parle du nitre, de l'azote. Mais bon, on ne sait pas trop ce qu'est ce feu secret, mais on se doute bien qu'il faut arriver à le capter. C'est comme une sorte d'énergie. Là, on parlait de la matière. Donc, alors peut-être que dans les 3 matrices de notre ami Céron, ici présent, peut-être que c'est cet aspect plus subtil dont parlent ces 3 matrices, puisque tu as parlé du feu secret. En tout cas, il faut trouver un aimant. Il faut trouver un aimant qui permettra de capter ce feu secret. Alors après, la porte est ouverte à que ça peut être cet aimant et comment dire, plein de matières peuvent servir à faire cet aimant, ou au moins un aimant. Après, quel est le meilleur aimant pour tirer ce qu'on appelle l'or philosophique? Le débat est ouvert, quoi. La question est ouverte. L'aimant ne fait-il pas partie de la materia prima? Salaud! Non, mais je sais pas. Avec toi, on ne peut pas tenir un secret. Oui, bien sûr. J'essaye de comprendre, moi aussi. Oui. Oui. Quelque part, on peut voir ça comme ça. Tout à fait. C'est bien, Tony. T'iras loin. Daniel, est-ce que pour satisfaire le céronisme naissant... Pas en boire, hein. Non, je sais, t'es réfractaire. Mais est-ce que ça te serait possible de dire, finalement, materia prima et feu secret, en vérité, en tout, il y a 6 aspects. C'est mon côté un petit peu numérologique, ésotérique, tout ça. Est-ce que tu pourrais voir 6 aspects matérialisés, vraiment matérialisés, pas simplement... par exemple, la rosée, c'est matériel, on va dire, quand on reçoit la rosée. Donc il y aurait 6 aspects qui nous donnent la totalité des éléments qui vont nous servir au chemin philosophique de la pierre philosophale. Est-ce que ça te semblerait cohérent? Bon, il faudrait peut-être qu'on les décrive. Hein. Moi, je les ai décrits souvent. Oui, non, ça me paraît possible, plausible, mais je ne saurais pas là te dire, te faire des correspondances dans un beau tableau. Avec 2 bières, ça ira mieux. Hein? Avec une bière? 2 bières. Alors là, on a tout. Oui, écoute, oui, on y va alors. Voilà, on arrête. Un mot de la fin peut-être, avant de tout dévoiler, mais de toute façon, ce ne sont pas... On fait semblant de faire de petits secrets, qu'arbore, Monsieur Tony Céron. C'est pour ça que c'est pour ça que je le titille. Mais
Tout ça, c'est des secrets de Polichinelle. Mais encore faut-il y mettre de la conscience, etc. Parce qu'on peut faire des tas d'opérations, se dire alchimiste, et il y en a plein. Et d'ailleurs, moi-même, je ne me dis pas alchimiste. Hein. J'ai horreur de ce mot. Si on me demande vous êtes alchimiste? Ah, pas du tout. Non. Je m'y intéresse. Disons, j'ai un intérêt. Bon, voilà. Mais je ne suis pas alchimiste. Tant que tu n'as pas été au bout, tant que. Mais qu'est-ce que je veux dire? Oui, les six. Comment tu dis? 6 archétypes? Non. 6 archétypes. Oui, on pourrait. Il y a des selles doubles. On parle du tartre, à juste titre. On peut imaginer, mais il ne faut pas que ça soit pour faire coller précisément sur un tableau Excel. Non, je te prends le micro. Il faut que cette structure, si réellement elle a du sens, elle émerge de la réalité, non pas parce qu'on veut calquer une théorie sur une pratique. Au début, peut-être on le fait, ça rassure le mental, mais si ça ne tient pas, ça ne tient pas. Il faut être capable de casser le jouet avec lequel on a joué jusque-là, de manière à retrouver quelque chose de plus profond. Le mot de la fin, Daniel, c'est qu'il n'y a pas de fin, on va continuer. Plus tard, après quelques bières, quelques pastis. Et un bon steak frites, non? Oh là. Ça fait 50 ans que je n'ai pas mangé de steak, je ne vais pas commencer. Mais les frites, oui, les frites. Ah mais attends, bon, on en parlera après. Voilà, ça débute dans le domaine public. Allez, bonne soirée. Merci. Bonne soirée, Tony.